laisser la parole à Sophie Camard, maire des secteurs 1-7 de Marseille, qui nous reçoit aujourd'hui et je vous demande de l'applaudir. Bonjour à toutes et tous, bonjour aux invités politiques que j'ai vus dans la salle. Merci à tous d'être là. En mon nom et au nom du maire de Marseille, Benoît Payan, je vous souhaite la bienvenue pour ces universités de la gauche républicaine. Vous avez choisi Marseille, la capitale du Sud, qui a pris une place politique singulière ces derniers mois. Cette ville, si étendue, si diverse, se protège très souvent derrière les clichés et le verbe « haut ». Sa réalité est plus subtile, paradoxale, dans l'ombre et la lumière qui n'existent pas l'un sans l'autre. Dans l'ombre, les inégalités, la misère, la violence des trafics en tout genre, les écoles délabrées, le record de logements insalubres, le manque de transport et tout un chaos urbain. Dans la lumière, une solidarité populaire, des paysages magnifiques, la mer, le vent, le soleil, le parc national des Calanques, la richesse humaine, une créativité venue de la brouillardise et d'apports humains de tous horizons, du nord comme du sud. Des apports humains longtemps mis à l'écart de la politique marseillaise. Et cet écart entre cette société marseillaise et son personnel politique, qui dirigeait la ville depuis des dizaines d'années, a fini par produire une forte demande de changement portée notamment par le printemps marseillais au municipal 2020 et dont j'ai été l'une des cofondatrices de cette aventure. Le printemps marseillais est un rassemblement inédit, comme on disait à l'époque, de partis de gauche et de citoyens issus de la société civile, unis pour gagner. Ce n'était ni une union de la gauche traditionnelle faite par des appareils, c'était même plutôt une union de militants de gauche contre leurs appareils, et c'était ni un mouvement citoyen contre les partis, mais avec les militants des partis. Bref, un mélange des deux, un dépassement, une bonne bouillabaisse, comme on dit ici. Ce mouvement a intégré d'autres composantes, notamment les Verts au deuxième tour, puis les listes de Sénégali au troisième tour, pour une victoire historique, donc l'année dernière. Depuis, de grands chantiers sont engagés pour une ville plus verte, plus juste et plus démocratique, sur les chantiers des écoles, du logement, de la culture, du sport, de la démocratie locale, tout ce qui peut faire sauter les verrous de nos forces vives. Un grand chamboule-tout s'est engagé dans l'administration et un appareil municipal qu'il faut complètement repositionner face aux enjeux que nous trouvons. Un chamboule-tout dans le rapport aux citoyens, aux différents quartiers de la ville. Et récemment, à l'occasion de la visite du président Macron, un grand chamboule-tout dans l'organisation territoriale de la métropole est engagé. Dans cette visite présidentielle, il y a à prendre et à laisser. À prendre, vous comprendrez que nous prendrons bien l'aide financière auquel nous pensons avoir droit depuis bien longtemps pour notre ville. À laisser, évidemment, les discours brutaux et libéraux que nous connaissons bien du président Macron, et notamment certaines annonces qu'il a faites sur les écoles, mais qui, de toute façon, je crois, ne vont pas pouvoir être réalisées, comme cette affaire d'embauche directe d'enseignants par les directeurs. Je crois qu'on n'en parle plus, tellement ça a créé, de toute façon, une certaine émotion. En filigrane, de toute façon, nous avons la sensation que notre ville attire l'attention parce qu'elle vit tout simplement un tournant de son histoire, sans compter un positionnement fort et très nouveau ici. Je le dis bien parce que dans d'autres villes, ça paraît peut-être moins nouveau, mais un positionnement fort sur l'écologie que nous avons porté au Congrès mondial de la nature en début du mois.
À cette date, que retenir de cette expérience loin d'être terminée? On peut retenir que l'union, poussée par les citoyens au service d'un projet d'intérêt général, peut réussir. Que les partis politiques s'honorent et sont utiles quand ils jouent un rôle de trait d'union et de transmission et pas de blocage. Qu'il y a des faiblesses aussi dans l'inexpérience du pouvoir ou le manque de rattachement d'une dynamique locale à une dynamique nationale. Si la gauche et les écologistes sont aujourd'hui si divisés et encore loin de la victoire présidentielle, bien qu'il y ait toujours un espoir de faire une remontada ou un événement imprévu, comme nous l'avons vécu à Marseille, il me semble que nous sommes toujours traversés par des sujets nouveaux et des façons de faire innovantes qui peuvent construire le futur. Pendant que le cirque médiatique national n'a que le mot islam à la bouche, dans une société traumatisée par le terrorisme, les injustices, la crise sanitaire, travaillons aux urgences et aux projets qui nous feront non pas sortir de la crise, parce que ce n'est plus une crise que nous traversons, ce n'est pas une crise pour revenir à un état d'avant, on n'en est plus là. C'est une grande transformation, celle du XXIe siècle, dans tous ses aspects économiques, écologiques, sociaux, démocratiques, internationaux. Mais surtout, ne travaillons pas tout seuls, et pas l'isolés, et pas les uns contre les autres. Je pense donc que ces sujets seront abordés dans les tables rondes de ces universités. Je vous souhaite de bons travaux et surtout une qualité d'écoute et d'échange qui fasse honneur à la politique. Merci. Donc, je suis Virginie Rosière, co-présidente des Radicaux de Gauche, et je voulais vous dire que c'est un plaisir d'être à Marseille. Merci Sophie pour cet accueil, vraiment. Et puis, tant qu'à commencer par les remerciements, je voudrais dire un mot aussi, merci à tous les intervenants qui sont déjà arrivés, ceux qui ont participé, et surtout un grand merci à toutes les équipes des Radicaux de Gauche, et particulièrement GRS, qui ont beaucoup travaillé pour l'organisation de cet événement, localement et nationalement. Merci vraiment pour ce travail, je suis sûre que ces journées seront réussies. Alors je vous le disais, c'est un plaisir d'être à Marseille. D'abord parce que c'est une ville magnifique, Sophie l'a très bien évoqué, et puis aussi parce que, et ça a été dit, c'est la démonstration de ce que la gauche peut produire de mieux quand elle est unie et qu'elle sait se mettre à l'écoute de la société. Et c'est vrai que par les temps qui courent, on se dit que ça ferait du bien de se le rappeler de temps en temps. Et je dis de temps en temps, mais il faudrait que ça tarde pas trop parce que le mur commence à se rapprocher dangereusement. Et il faut dire que le spectacle actuel de la gauche n'est pas de nature à inspirer l'optimisme. Et pourtant, nous sommes là. Nous sommes là, nous qui avons plaidé ardemment et qui continuons à le faire pour le rassemblement de la gauche. Parce que nous sommes convaincus que c'est la seule voie possible pour changer le cours des choses. Vous noterez que je dis changer le cours des choses. Je ne dis pas gagner les élections. Les élections, la victoire aux élections, l'exercice du pouvoir, ce sont des moyens indispensables, des moyens incontournables, mais uniquement des moyens. Certaines expériences récentes sont là pour démontrer que, pour ceux qui veulent faire œuvre de lucidité, on peut gagner les élections en se disant de gauche et effectivement renoncer à changer le cours des choses. Voire même, ça peut concourir, on le sait trop bien, à discréditer la famille qui est la nôtre. Et c'est pour ça aussi, c'est maintenant à nous, ici, qu'il incombe de reconstruire, avec, pour cette fois peut-être, l'horizon, de changer enfin le cours des choses et d'opérer cette grande bifurcation, comme certains parmi nous mal formulé. Ces universités de la gauche républicaine, à ce titre, marquent une étape importante. Nous approchons d'échéances électorales, et c'est un temps de construction, d'élaboration, de nos propositions pour la séquence à venir. Et demain matin, ce sera le point d'orgue de ce travail avec une délibération autour de nos propositions pour 2022. Parce que changer le cours des choses, ça commence par savoir où nous voulons aller. Et ce travail de sens, d'orientation, ils sont particulièrement nécessaires dans ces temps de confusion, de désorientation, de désunion à gauche. Et je pense qu'il faut que nous mesurions la lourde responsabilité que nous endossons en affirmant aujourd'hui nous réclamer de la gauche républicaine et apporter nos contributions à ce chemin.
Gauche et République, ce sont deux mots qui nous obligent. Et c'est l'objet de ces journées, se demander qu'est-ce que c'est aujourd'hui être républicain et de gauche. Alors je vais tenter d'ébaucher quelques éléments de réponse qui sont d'abord subjectifs, mais j'espère, et je pense, largement partagés. Être républicain et de gauche, c'est reconnaître chaque être humain dans sa dignité. C'est construire les conditions de cette dignité et c'est refuser l'accaparement, la destruction de ce que nous avons en commun, de ce que nous mettons en commun pour parvenir à l'émancipation de chacun. Le premier de ces communs, c'est la dignité par la solidarité, ce que nous mettons en commun de social, notre protection sociale, nos services publics. Services publics qui sont malheureusement largement attaqués, largement violentés, et particulièrement avec une rage renouvelée depuis que Macron a été élu. La protection sociale qui est sans cesse démonte, les retraites qui ne sont qu'en sursis, l'assurance chômage qui aujourd'hui, après sa réforme, plonge dans la précarité des centaines de milliers de personnes. Et puisque nous parlons de services publics et de dignité, nous avons sous les yeux l'état de déshérence de l'hôpital. Cet hôpital exsangue, nous avons été témoins de ces difficultés, particulièrement pendant la crise. Nous avons vu ces soignants à qui nous avons demandé tout, et plus encore pendant cette crise. Cet hôpital pour lequel il n'y a soi-disant plus d'argent, alors qu'on dépense aujourd'hui 60 millions par mois en vigiles postés aux entrées des hôpitaux pour empêcher ceux qui sont dépourvus de passe sanitaire de se faire soigner. Et puis je pense à l'école. Sophie l'a évoqué, l'école, des gens en grande difficulté, dont la promesse d'égalité est toujours plus remise en question et qu'aujourd'hui même on démantèle à bas bruit. C'est d'abord les 100 millions d'euros par an de financement à l'école maternelle privée, avec la loi Blanquer de 2019, mais c'est aussi la mise en place de Parcoursup. C'est la suppression de l'examen national du baccalauréat, et peut-être demain le recrutement direct des professeurs par les directeurs d'école qui vise à mettre en concurrence les établissements, les territoires, rompre l'égalité et puis avancer de manière à peine dissimulée vers la privatisation de l'école. La deuxième chose que nous avons en commun, au-delà du social, c'est cette terre sur laquelle nous vivons, notre planète, notre environnement, la nature. Et être républicain, c'est admettre que c'est aussi une chose publique, notre bien commun. Être républicain, être rationnel, c'est aussi admettre l'urgence de la question climatique et au-delà de la question environnementale. Être de gauche, c'est refuser l'accaparement de la nature, notre bien commun, au même titre que les services publics, par des intérêts privés. Et être de gauche, c'est aussi sortir de ce dualisme dépassé qui clive encore trop souvent chez nous, qui oppose productivistes qui se pensent progressistes et écologistes singés en obscurantistes. On ne peut fermer les yeux sur l'accaparement destructeur à l'œuvre depuis des décennies, qui est le carburant essentiel de la captation des richesses par les plus riches et qui laisse l'humanité entière supporter les conséquences du désastre. Penser que le progrès technologique suffira à lui seul à résoudre au bénéfice de tous les problèmes créés par la soif de profit de quelques-uns relève de l'aveuglement coupable, alors que les scientifiques nous alertent depuis des décennies sur l'urgence qu'il y a à agir. Mais à l'inverse, penser qu'un sursaut, un changement radical de société, indispensable, peut se penser sans articuler la question sociale, c'est au mieux illusoire et au pire irresponsable. Si demain, l'accès à certaines ressources, le renoncement à certains éléments de notre confort devient nécessaire, nous ne pourrons pas accepter que, comme aujourd'hui, il pèse le plus lourd sur ceux qui ont déjà trop peu. Dans un scénario à plus 2, à plus 3 degrés, les riches auront toujours les moyens de se payer la clim. Penser qu'on peut faire l'économie d'une approche sociale de la bifurcation écologique, qu'on gère la pénurie en laissant faire les prix et le marché, c'est criminel. Il n'y a rien d'écologique à taxer les carburants et à envoyer des milliardaires dans l'espace. Donc il nous incombe, si nous sommes véritablement républicains et de gauche, de nous saisir de cette responsabilité d'éviter la catastrophe pour sauver la planète, qui est notre bien commun, mais aussi peut-être pour sauver l'humanité et pour sauver notre humanité. Le troisième élément de notre dignité que nous avons en commun, ce sont nos droits fondamentaux. Et préserver nos droits fondamentaux, c'est d'abord refuser cette société de violence. C'est reconnaître la réalité des oppressions, des discriminations. Reconnaître ce que notre société a d'imparfait et ce que nous devons réparer quand elle ferme les yeux sur ces violences commises en notre nom. C'est regarder en face les failles d'une société qui laisse les femmes être assassinées parce que femmes, qui lorsqu'elles appellent à l'aide de la justice, la police se voit rironner, se voit être humiliée jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et à qui la société explique que c'est de leur faute, si par bonheur ou pas, elles sont encore en vie pour l'entendre. C'est aussi le racisme, largement répandu, beaucoup trop largement répandu, dans toutes les strates de la société, dans toutes les couches de la population, mais qui devient insoutenable lorsqu'il imprègne l'organisation qui devrait être
peut être l'incarnation de la République, la police. Pour un Michel Zecler, combien de victimes inconnues, combien de témoignages, de vidéos faut-il pour que le problème soit enfin pris à bras-le-corps? L'exercice de nos droits démocratiques, notre droit d'assembler, notre droit d'aller et de venir librement, ils doivent être garantis aujourd'hui, on en est bien loin. Comment est-ce qu'on en est arrivé à vivre dans une société dans laquelle manifester peut se payer d'un œil, d'une main ou de la vie? Comment accepter de vivre dans un pays où le maintien de l'ordre se fait les armes de guerre à la main? Et puis enfin, on doit être des sujets autonomes, des sujets conscients, libres d'exercer notre libre arbitre, dégager des dogmes religieux, refusant toute volonté d'emprise du religieux sur le politique et sur les droits des individus. Évidemment, parce que nous sommes de gauche et républicains, nous combattons l'islam politique sous toutes ses formes, des plus barbares aux plus insidieuses. Et en cela, la laïcité est notre boussole et notre flambeau. Nous savons démasquer le travestissement de ces combats nobles que sont la lutte contre le racisme et les discriminations lorsqu'ils dissimulent des outils d'embrigadement et d'oppression que sont les injonctions à l'orthopraxie islamiste et lorsqu'ils ne visent qu'à extorquer le droit de se soustraire à la règle commune pour y substituer la règle religieuse. Très bien, ça nous le voyons. Mais prenons garde à ce que cela ne nous aveugle pas. Si nous sommes des républicains ardents, si nous sommes de gauche, nous devons nous garder de ne voir la laïcité que sous le prisme de son rapport à l'islam ou des excès de l'islam. Au risque de tomber dans le dévoiement, la perversion qu'en opèrent avec délice les identitaires d'extrême droite, pour qui elle n'est que le paravent de leur racisme. D'ailleurs, mes amis, arrêtons-nous un moment, ici en France, en Europe, qui milite pour restreindre toujours plus le droit des femmes à disposer de leur corps et l'accès à l'IVG. Alors vous allez me répondre le libéralisme, bien sûr, qui conduit à fermer des unités entières et organise des déserts médicaux s'agissant de l'accès à l'IVG et à la contraception. C'est vrai. Mais abstraction faite de ça, qui est à la manœuvre, qui milite, qui influence, qui finance, qui organise, qui fait pression, qui s'exprime pour liquider ce droit chèrement conquis, ce sont les organisations catholiques. S'agissant de cet autre droit, obtenu si tardivement, dans des conditions si violentes, qu'est l'accès au mariage pour les couples de même sexe, qui a sillonné les rues de Paris et de la France entière? Qui a affrété des bus, couru les plateaux de télévision, agonisé les personnes homosexuelles d'injures pendant des mois? Ce sont des organisations catholiques. Et demandons-nous aujourd'hui, qui a voix au chapitre pour parler en premier lieu, venir faire obstacle avec la dernière énergie à notre ultime liberté, à ce droit si intime, celui qui fait de nous des sujets jusqu'au bout, le droit à une fin de vie digne et choisie? Ce sont les organisations catholiques. Alors mes amis, je vous le dis, si nous sommes véritablement de gauche et véritablement des républicains, aucun religieux n'a sa place à la table du politique. Aucun. Qu'il soit musulman, catholique ou parce que nous sommes de gauche et parce que nous sommes laïcs. Et pour conclure, bien mieux que je pourrais le faire avec mes propres mots, je vais vous lire ceux que j'aime beaucoup, je les ai déjà évoqués, mais ce sont ceux d'Ernest Laviste, qui nous dit qu'être laïque, ce n'est pas limiter à l'horizon visible la pensée humaine, ni interdire à l'homme le rêve et la perpétuelle recherche de Dieu. C'est revendiquer pour la vie présente l'effort du devoir. Ce n'est pas vouloir violenter, ce n'est pas mépriser les consciences encore détenues dans le charme des vieilles croyances. C'est refuser aux religions qui passent le droit de gouverner l'humanité qui dure. Ce n'est point haïr telle ou telle église, ou toutes les églises ensemble. C'est combattre l'esprit de haine qui souffle des religions et qui fut la cause de tant de violences, de tueries et de ruines. Être laïque, c'est ne point consentir la soumission de la raison au dogme immuable, ni l'abdication de l'esprit humain devant l'incompréhensible. C'est ne prendre son parti d'aucune ignorance. C'est croire que la vie vaut la peine d'être vécue, aimer cette vie, refuser la définition de la terre mêlée de larmes, ne pas admettre que les larmes soient nécessaires et bienfaisantes, ni que la souffrance soit providentielle. C'est ne prendre son parti d'aucune misère. Merci.